Et pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode du stream lecture sur Farmras et classe d'Angela Davis, il est d'ores et déjà disponible en replay sur la chaîne YouTube depuis ce matin. Donc n'hésitez pas, et cet épisode-là sera sur YouTube assez vite. Je pense demain. Je pense aujourd'hui, je vais me reposer après le stream. Mais ouais, demain, je pense, voilà, il sera sur YouTube. Courage, Alex. Courage. Je sais pas ce que tu as, mais franchement, courage. Alors, donc on avait fait le premier chapitre qui s'intitulait L'héritage de l'esclavage, élément pour une autre approche de la condition de femme. Et où on avait vu qu'au final, contrairement aux croyances populaires, globalement, les femmes noires faisaient les mêmes choses que les hommes noirs durant l'esclavage, mais subissaient même plus parce qu'elles subissaient également les violences sexuelles et sexistes. Euh, voilà, ce qui a créé au final en fait une forme de solidarité entre hommes noirs et femmes noires, et une notion de communauté, une notion parfois de famille qui a pu exister. Voilà. C'est à peu près ce qu'on avait vu dans le premier chapitre. Je résume, hein. Si vous voulez le voir plus précisément, c'est sur YouTube, allez-y. Et du coup, chapitre 2, le mouvement anti-esclavagiste et la naissance des droits des femmes. Alors, coucou Genetics, et ouais, t'arrives juste à temps là. T'arrives juste à temps. Donc voilà. Alors, quand la littérature... Je vais essayer de pas trop parler pour pas interrompre. T'inquiète, non mais n'hésitez pas à parler parce que c'est cool aussi les digressions. Voilà, moi, j'aime bien ça aussi de temps en temps, digresser, c'est quand même intéressant aussi. Mais donc voilà. Ça fait partie en fait pour moi du stream et tout ça en fait. Gression. Gress- Voilà. On a le chat qu'on mérite. Et je crois qu'on peut maintenant officiellement vous élire meilleur chat Twitch. Voilà. Voilà. Vous avez la médaille. Vous avez la médaille. Donc, quand la littérature ne mentira plus sur l'histoire de la cause anti-esclavagiste, on verra les femmes y occuper une grande place. Car cette cause a surtout été la leur. Ainsi s'exprimait Frédéric Douglass, ancien esclave si étroitement associé au mouvement des femmes du XIXe siècle qu'il fut traité de féministe. Ce leader abolitionniste noir était célèbre pour ses interventions en faveur de l'émancipation des femmes, parce qu'il soutenait par principe ce mouvement controversé. Il fut souvent ridiculisé en public. La plupart des hommes de cette époque, sentant leur virilité menacée, se seraient immédiatement montrés prêts à la défendre. Frédéric Douglass assuma admirablement son rôle antisexiste et déclara qu'il ne s'était jamais senti humilié par l'étiquette de féministe. J'ai plaisir à dire que je n'en ai jamais eu honte. Son attitude à l'égard de ceux qui le harcelaient était peut-être inspirée par la conscience des mesures infamantes contre les femmes blanches que l'on baptisait femmes à nègres pour mieux les détourner du mouvement anti-esclavagiste. Et il n'ignorait pas que les femmes étaient indispensables à ce mouvement, non seulement parce qu'elles étaient nombreuses, mais aussi parce qu'elles savaient plaider leur cause. Attends qu'on se fasse les griffes sur le canapé avant de dire qu'on est le meilleur chat. Là, je suis en train de penser aux gens qui vont voir le replay sur YouTube et où, en fait, ils vont voir. Attends qu'on se fasse les griffes sur le canapé avant de dire qu'on est le meilleur chat. Voilà. Voilà. Les gens sur YouTube vont être en mode ah, ça donne envie d'aller sur Twitch. C'est nickel. Donc, mais du coup, plutôt cool, hein. Au final, on voit que les hommes. Bon, ça, c'est toujours un débat qui revient. Est-ce que les hommes peuvent être féministes ou non? Mais on voit que, en tout cas, à cette époque-là, au 19e siècle,
Frédéric Douglass se disait féministe et plaidait ouvertement la cause des femmes et il se faisait ridiculiser, harceler pour ça. Donc voilà. Salut Muren. Pourquoi pourquoi se sont-elles ainsi levées en masse pour rejoindre le mouvement anti-esclavagiste? Pourquoi l'abolitionnisme attirait-il tout spécialement les femmes blanches du 19e siècle? Si on avait posé cette question à Harriet Beecher Stowe, leader de ce mouvement, elle aurait pu répondre que l'instinct maternel des femmes était la raison naturelle de leur sympathie anti-esclavagiste. Et telle est la conclusion apparente de son roman La case de l'oncle Tom, qui gagnait un très grand nombre de femmes à la cause abolitionniste. Je préviens, je suis extrêmement salé. Eh ben... Waouh. Non, mais j'espère quand même rien de grave pour toi. Et là, voilà, on est posé, on lit Angela Davis, donc voilà. Et courage, hein, j'espère il y a vraiment rien de trop grave quand même. Rien de grave pour moi, t'inquiète. Bon, c'est déjà pas mal. Malheureusement, je me méfie des hommes qui se disent féministes. Alors, oui, aujourd'hui, moi aussi. Mais en fait, c'est juste qu'au 19e siècle, Frédéric Douglass est un ancien esclave. Et il a compris qu'il fallait que les femmes soient associées à ce mouvement, en fait. J'envoie des CV en même temps. Eh bien, courage à toi, Genetics. Quand Harriet Beecher Stowe publia La case de l'oncle Tom, le culte de la maternité était à son apogée. Dans la représentation qu'en faisait alors la presse, la littérature populaire et même les tribunaux, la femme idéale et la mère idéale ne faisaient qu'un. Sa place était à la maison, jamais dans les tribunes politiques. Harriet Beecher Stowe présente la plupart des esclaves comme des enfants doux, aimants, innocents, et ce même quand ils sont méchants. Le cœur tendre de l'oncle Tom était, écrit-elle, un attribut caractéristique de sa race. Les allusions à l'infériorité des femmes et des Noirs abondent dans son roman. La plupart des Noirs y sont dociles et casaniers, et les femmes n'y jouent que le rôle de mère. Aussi paradoxal que cela paraisse, le plus populaire des ouvrages anti-esclavagistes de l'époque perpétuait le racisme et le sexisme qui justifiaient respectivement l'esclavage et l'exclusion des femmes de la bataille politique contre l'esclavage. Alors, je suis salé à cause de ça. Mhm. Mhm. Je suis pas la meilleure en anglais, donc j'essaie de comprendre. Ah ok, c'est du clonage en fait. Ok. Je sais même pas vraiment quoi dire. Ouais, c'est ça, c'est une manipulation génétique sur des loups. Ouais, ok. J'ai même pas envie de réagir en fait, tu vois, parce que je vais être salé aussi là. Et puis, je vais rien dire, mais l'appeler, je crois, attends, ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé Romulus. Romulus et Rémus. J'ai juste envie de dire un truc, c'est que Romulus et Rémus, en réalité, c'était des TDS, hein. Non, leur mère était TDS plutôt. Romulus et Rémus étaient des humains qui ont fondé Rome, apparemment, les frères recueillis par une TDS, hein, du coup. Donc voilà. Alors, la contradiction flagrante entre le contenu réactionnaire de ce livre et l'attrait de ses idées progressistes ne ne réside pas tant dans la conception personnelle de l'auteur que dans le statut contradictoire des femmes au XIXe siècle. Pendant la première moitié du siècle,
La révolution industrielle transforma profondément la société américaine. Elle entraîna un changement radical dans la vie des femmes blanches. Dès 1830, un grand nombre de tâches économiques réservées aux femmes fut assuré par l'industrie. Il est vrai que ce phénomène les libéra de tâches fastidieuses. Cependant, l'industrie naissante érodait en même temps le prestige des femmes au foyer, reposant sur un travail domestique absolument essentiel et jusque-là productif. Ainsi, leur statut social a-t-il commencé à se détériorer. Une des conséquences idéologiques du capitalisme industriel fut l'élaboration d'un concept plus rigoureux de l'infériorité féminine. Il semble, en fait, que plus l'impact de l'industrialisation réduisait les travaux ménagers, plus on affirmait catégoriquement que la place de la femme était à la maison. En réalité, sa place avait toujours été là. Cependant, au cours de la période pré-industrielle, l'économie tournait également autour de la maison et des terres environnantes. Alors que les hommes travaillaient aux champs, tout en se faisant souvent aider de leur épouse, les femmes fabriquaient les étoffes, les vêtements, les bougies, le savon et presque tout ce qui était indispensable à la vie familiale. Leur place était certainement à la maison, mais pas seulement parce qu'elles faisaient les enfants et les élevaient ou subvenaient aux besoins des maris. Elles participaient à l'économie familiale et leur travail était respecté comme celui des hommes. Quand cette production passa de la maison à l'usine, l'idéologie glorifia la femme et la mère en tant que travailleuses. Les femmes jouissaient au moins de l'égalité économique, mais, en tant qu'épouses, elles devenaient des appendices des hommes, des servantes, et comme mères, des ventres reproducteurs. La situation de la ménagère blanche regorgeait de contradictions, et la rébellion était inévitable. Les tumultueuses années 30, 1830, virent naître une résistance acharnée. Au début de cette décennie, la révolte de Nat Turner révéla que les femmes et les hommes noirs étaient profondément mécontents de leur sort et plus que jamais décidés à résister. L'année 1831 vit le premier mouvement abolitionniste avec la révolte de Nat Turner. Au début des années 1830, il y eut dans les usines textiles du Nord-Est des débrayages et des grèves largement initiées par des jeunes femmes blanches et des enfants. À la même époque, les femmes blanches des milieux plus favorisés commencèrent à se battre pour le droit à l'éducation et le libre emploi à l'extérieur de chez elles. Au nord, les femmes blanches de la classe moyenne et les jeunes ouvrières des filatures utilisaient fréquemment la métaphore de l'esclavage pour décrire leur oppression. Les représentantes des milieux aisés, insatisfaites de leurs conditions de vie, commencèrent à dénoncer l'esclavage du mariage. Pour les travailleuses, l'exploitation économique sur le lieu de travail rappelait étrangement l'esclavage. Lorsque les ouvrières du textile se mirent en grève en 1836 à Lowell dans le Massachusetts, elles défilèrent dans la rue en chantant « Oh, je ne peux pas être esclave, je ne veux pas être esclave. Oh, j'aime la liberté, je ne veux pas être esclave. » Les ouvrières avaient certainement davantage de raisons de se comparer aux esclaves que les bourgeoises. Bien que théoriquement libres, elles étaient terriblement exploitées dans leur travail et recevaient des salaires de misère, ce qui justifiait la comparaison. Mais l'image de l'esclave était plus souvent brandie par les femmes de la classe aisée pour décrire le mariage. Pendant la première moitié du XIXe siècle, l'idée que l'antique institution du mariage pouvait représenter une oppression était pour le moins originale. Les premières féministes invoquèrent certainement l'esclavage dans son sens littéral, afin de choquer l'opinion. De peur de ne pas être prises au sérieux, bien entendu. Malgré tout, elles semblaient ignorer que ce parallélisme assimilait la souffrance de l'asservissement à celle du mariage. Mais le principal intérêt de cette comparaison fut de créer certaines affinités entre les blanches de la classe moyenne et tous ceux pour qui l'esclavage signifiait les fouets et les chaînes. N'hésitez pas à réagir, hein. Au cours des années 1830, des ouvrières blanches et des femmes au foyer furent amenées à participer activement au mouvement abolitionniste, tandis que les ouvrières des filatures apportaient leur soutien financier en rognant sur leurs maigres salaires et organisaient des ventes de charité pour collecter des fonds. Les femmes de la classe moyenne militaient et organisaient la campagne anti-esclavagiste. En 1833,
La Société féminine de Philadelphie contre l'esclavage fut créée après la première convention de la Société anti-esclavagiste américaine. Et pour les sympathisantes blanches furent et les sympathi- pardon, et les sympathisantes blanches furent assez nombreuses pour faire le lien entre les deux groupes opprimés. Grâce à un événement abondamment commenté dans la presse, une jeune femme blanche incarna le courage féminin et l'idéal antiraciste. L'institutrice Prudence Grandal défia ses concitoyens blancs à Canterbury, dans le Connecticut, en acceptant une élève noire dans son école. Sa fermeté inébranlable montra qu'il était possible de soutenir la cause naissante des femmes parallèlement à la lutte des Noirs. Les parents des élèves blanches s'opposèrent unanimement à la présence d'une écolière noire et organisèrent un boycott très bruyant. Mais l'institutrice refusa de céder au groupe raciste. Sur les conseils de Madame Cheryl Harris, une femme noire qu'elle employait, elle décida d'accueillir davantage d'élèves de couleur et, au besoin, de créer une école à leur intention. Abolitionniste convaincue, Madame Harris lui présenta William Slott Garrison. Celui-ci se chargea de citer l'établissement scolaire dans son journal anti-esclavagiste, le Liberator. Les citoyens de Canterbury contre-attaquèrent en faisant passer un décret stipulant que le gouvernement des États-Unis, la nation et toutes ses institutions de droit appartenaient aux hommes blancs qui les représentaient. Il fallait sans doute prendre cette expression au pied de la lettre, car Prudence Grandal n'avait pas seulement enfreint leur code de ségrégation raciale, elle avait transgressé le code des femmes blanches. En dépit de toutes les menaces, Prudence Grandal inaugura l'école. Les élèves noirs l'entouraient bravement. Alors s'ouvrit l'épisode le plus héroïque et le plus honteux de l'histoire américaine. Les commerçants refusèrent de lui vendre des provisions. Le médecin du village ne voulut plus soigner les élèves malades. Le pharmacien les priva de médicaments. Pour couronner cette cruelle injustice, des voyous brisèrent les fenêtres, jetèrent du fumier dans le puits et allumèrent plusieurs incendies dans le bâtiment. Où cette jeune Quaker trouva-t-elle le courage et l'énergie de résister à un siège quotidien? Elle épuisa probablement dans le soutien de ceux dont elle défendait si ardemment la cause. Son école continua à fonctionner jusqu'à ce que les autorités du Connecticut ordonnent son arrestation. Prudence Grandal avait marqué son époque et elle symbolisa la victoire, malgré son apparente défaite. En 1833, les événements de Canterbury marquèrent le début d'une nouvelle ère. La révolte de Nat Turner, la naissance du Libérateur de Garrison et la fondation de la première organisation nationale contre l'esclavage annonçaient une période d'âpre lutte sociale. La prise de position de Prudence Grandal en faveur de l'éducation des Noirs était un exemple flagrant, plus frappant qu'on aurait pu l'imaginer, pour les femmes blanches qui vivaient la naissance douloureuse de leur conscience politique. Ces actes exprimaient clairement les immenses possibilités de libération que leur offrait le soutien massif de leurs sœurs noires. Tremblez, oppresseurs sudistes, tremblez, défenseurs nordistes, tremblez, ennemis des Noirs persécutés. Ne me demandez pas de délaisser notre cause. Je parle sérieusement, sans équivoque, sans excuse. Je ne céderai pas d'un pouce, et vous m'entendrez. C'est en ces termes que William Lott Garrison s'adressa au lecteur du premier numéro du Liberator. En 1833, 2 ans plus tard, le premier journal abolitionniste avait multiplié le nombre de ses lecteurs. Ils étaient noirs pour la plupart, mais la proportion d'abonnés blancs augmenta régulièrement. D'autres femmes se joignirent à Prudence Grandal pour apporter leur fidèle soutien au journal. Des travailleuses blanches approuvaient également le militantisme anti-esclavagiste de Garrison. En fait, dès la mise en place du mouvement, les ouvrières s'engagèrent dans la cause abolitionniste. Cependant, les femmes blanches qui prirent la tête de la campagne n'étaient pas contraintes à un travail salarié. Elles étaient femmes de médecins, d'avocats, de juges, de commerçants, de patrons d'usines. En d'autres termes, elles appartenaient à la classe moyenne et à la bourgeoisie montante. En 1833, un grand nombre de femmes des classes moyennes commencèrent à prendre conscience de leur dramatique perte de terrain. L'ère nouvelle du capitalisme industriel leur avait dérobé leurs privilèges de maîtresses de maison
et leur statut familial. Et leur statut familial s'était dégradé. Cette transformation leur avait toutefois accordé des loisirs pour promouvoir des réformes sociales et organiser la campagne abolitionniste. Celle-ci, en retour, leur permettait de protester contre l'oppression familiale. 4 femmes seulement furent invitées à assister à la première convention de la Société anti-esclavagiste américaine. Les organisateurs de cette rencontre à Philadelphie stipulèrent qu'elles y assisteraient comme auditrices et spectatrices et non comme participantes. Cela n'empêcha pas l'une d'elles, Lucretia Mott, de s'adresser à 2 reprises, avec beaucoup d'audace, aux hommes de la Convention. Au cours de la session d'ouverture, elle bondit de son siège de spectatrice et avec beaucoup de sang-froid, s'opposa à une motion qui prétextait l'absence d'un notable de Philadelphie pour repousser la réunion. Les principes justes sont plus forts que les individus. Si nos principes sont justes, pourquoi serions-nous lâches? Pourquoi attendre ceux qui n'ont jamais eu le courage de défendre le droit inaliénable des esclaves? Quaker pratiquante, Lucretia Mott stupéfia l'assistance masculine. À cette époque, les femmes ne s'exprimaient jamais dans des réunions publiques. Malgré les applaudissements et l'assentiment de la Convention, aucune femme ne fut ensuite invitée à signer la déclaration de sentiments et d'intention. Interdiction formelle? Oubli? Ce geste témoignait en tout cas d'une grande myopie politique. Par leur attitude sexiste, les leaders de la Convention ignorèrent l'intérêt d'un engagement des femmes dans la lutte anti-esclavagiste. Lucretia Mott fit preuve de plus de discernement et elle fonda la Société des femmes de Philadelphie contre l'esclavage juste après cette convention masculine. Elle allait devenir une grande personnalité politique du mouvement anti-esclavagiste. Son courage et sa fermeté face aux émeutiers déchaînés forcèrent l'admiration de tous. En 1838, cette femme d'aspect fragile dans la robe stricte et empesée des Quakers affronta calmement la foule raciste qui incendiait la mairie de Philadelphie avec la complicité du maire. Son engagement abolitionniste l'exposa à d'autres dangers, car sa maison de Philadelphie servait d'étape aux fugitifs de l'Underground Railroad. Le célèbre Henry Box Brown y fit une halte sur la route du Nord. Lucretia Mott aida une esclave à s'évader dans un wagon qu'elle fit garder par des hommes armés. En fait, pour moi, tout ce que je lis là depuis quasi le début du chapitre, hein, c'est exactement comme ça que les alliés d'une lutte doivent se comporter, en fait. C'est-à-dire réellement aider, réellement soutenir, etc. Et pas juste dire ouais moi je suis allié et ne rien faire. Voilà. À son exemple, beaucoup de femmes blanches qui n'avaient aucune expérience politique rejoignirent le mouvement et reçurent un véritable baptême du feu. Le meeting, présidé par Maria Chapman Weston, fut interrompu par une foule raciste qui traîna l'orateur William Lloyd Garrison à travers les rues de Boston. Maria Chapman Weston, présidente de la Société féminine de Boston contre l'esclavage, se rendit compte que les Blancs cherchaient à isoler les femmes de couleur, probablement pour les attaquer. Elle demanda à chaque femme blanche de sortir accompagnée d'une femme noire. Comme d'autres groupes, la Société féminine de Boston s'était constituée en Nouvelle-Angleterre dans le sillage de la Société de Philadelphie, fondée par Lucretia Mott. Après cet événement, de nombreuses femmes furent agressées ou menacées de mort par les émeutiers racistes. Au sein du mouvement abolitionniste, les femmes blanches ont compris la nature de l'oppression humaine et masculine, et ce faisant, celle de leur assujettissement. En refusant l'esclavage, elles ont protesté, ouvertement ou implicitement, contre leur exclusion de l'arène politique. Si à cette époque, elles ne pouvaient pas encore présenter de revendications collectives, elles surplaidaient la cause d'un autre groupe d'opprimés. Le mouvement contre l'esclavage a permis aux femmes de la classe moyenne de s'affirmer indépendamment de leur rôle de mère et d'épouse, de proposer un travail concret. En ce sens, la campagne abolitionniste offrait un cadre favorable à des actes concrets. Bien sûr, leur engagement était peut-être un exutoire intéressant à la vie de famille, et leur combat a sans doute gagné en intensité et en force. Elles résistaient également à une oppression qu'elles sentaient proche de la leur. De plus, elles apprenaient à combattre indirectement à la phallocratie,
et découvrait que le sexisme, apparemment indéracinable d'un mari, pouvait être remis en cause par la politique. Oui, les femmes blanches étaient appelées à se défendre farouchement pour participer à l'émancipation des Noirs. Comme le montre Eleanor Flexner dans une remarquable étude du mouvement féministe, les abolitionnistes s'enrichirent d'une expérience indispensable pour imposer leurs droits 10 ans plus tard. Elles apprirent à collecter des fonds, à diffuser leurs textes, à organiser des réunions. Certaines devinrent d'excellentes oratrices, et surtout, elles surent transformer la pétition en une véritable arme tactique. Ces pétitions contre l'esclavage les forçaient aussi à revendiquer leurs droits dans un contexte politique. Que pouvaient-elles faire d'autre que tenter de convaincre le gouvernement d'accepter leur signature en contestant une tradition qui les exilait de la vie civique? Il était nécessaire, commente Eleanor Flexner, que la maîtresse de maison, la mère ou la fille, transgresse les bonnes manières, ignore la désapprobation, les colibés ou les interdits dictés par leur entourage masculin, et descendent dans la rue hostile en brandissant leur première pétition, qu'elles sollicitent des signatures pour une cause impopulaire. Ainsi, elles sortiraient sans leur mari ou leur père, mais elles se faisaient le plus souvent rabrouer ou insulter pour cette conduite jugée indigne de leur sexe. Parmi les pionnières de l'abolitionnisme, Sarah et Angelina Grimke, originaires de Caroline du Sud, surent vraiment associer l'esclavage et l'oppression des femmes. Dès le début de leur tumultueuse carrière de conférencières, elles furent contraintes de protéger leur droit de soutenir publiquement la cause abolitionniste. Elles défendaient ainsi la liberté d'engagement de toutes les femmes. Nées en Caroline du Sud, dans une famille propriétaire d'esclaves, les sœurs Grimke vouaient une haine féroce à cette curieuse institution et décidèrent, une fois adultes, de s'installer dans le Nord. Elles rejoignirent le mouvement abolitionniste en 1836 et illustrèrent leur militantisme en donnant des conférences en Nouvelle-Angleterre. Ces rassemblements, organisés par des sociétés de femmes, attirèrent de plus en plus d'auditeurs masculins. Des messieurs intrigués par leur réputation d'oratrices venaient timidement s'installer au fond de la salle. Ces assemblées furent les premières du genre, car aucune oratrice ne s'était jamais adressée à une assistance mixte sans s'exposer aux insultes ou aux colibés des détracteurs de l'expression des femmes. Tandis que certains spectateurs cherchaient sans doute à s'informer de leur expérience, d'autres attaquaient violemment les sœurs Grimke. L'attaque la plus féroce vint de l'Église. Le 28 juillet 1837, le Conseil des pasteurs du Massachusetts publia une critique sévère qui fustigeait tout engagement susceptible de détourner les femmes du rôle que Dieu leur avait assigné. Le pouvoir de la femme, c'est la dépendance ou la place de la conscience de sa propre faiblesse. Dieu la lui a accordée pour la protéger. Selon les pasteurs, les actes des sœurs Grimke soumettaient la nature féminine à un péril immanent et universel. Ils déclarèrent encore : nous apprécions les prières discrètes d'une femme qui veut promouvoir la religion. Mais lorsqu'elle joue le rôle d'un homme pour réformer la société, elle abandonne le pouvoir que Dieu lui a accordé pour sa protection et elle s'éloigne de sa nature. Si la vigne, qui tire sa force et sa beauté de son support grillagé en dérobant à demi ses grappes au regard, veut égaler l'indépendance et la nature de l'orme qui étend son ombre, elle cessera de porter des fruits et sera précipitée dans la poussière par la honte et le déshonneur. Du coup, vous préférez être des grappes de raisin ou de l'orme? Voilà. Non, là, en gros, ce qui est dit, en fait, ça, pour moi, ça rejoint un truc très très intéressant, c'est que, en fait, la notion de genre, eh bien, ça dépend de la société dans laquelle vous êtes. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Ça dépend de la société et de la culture dans laquelle vous êtes. Voilà. Ça le prouve, hein. Mot pour mot. Parce que avant, une femme qui juste faisait des conférences était considérée comme un homme. On disait qu'elle ne faisait plus quelque chose de féminin, qu'elle était en train de trahir sa propre nature, etc. En fait, aujourd'hui, une femme, elle peut faire des conférences. Donc, c'est que la notion de genre a évolué. Voilà. Être une femme, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans la roche, inscrit dans le sang. C'est quelque chose qui évolue en fonction de la culture,
et en fonction des sociétés. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant. Et même pas étonnant que l'Église, à cette époque-là, défende cette idée de les femmes ne doivent pas prendre la parole en public. Faut pas oublier que les religions, hein, et toutes, et surtout les clergés, ben, sont des vecteurs d'oppression et de domination. Maintenant, chaque personne est libre de croire ou de ne pas croire, mais ça reste des vecteurs d'oppression à certains niveaux, en fait. Voilà. Rédigée par les plus influents des pasteurs protestants du Massachusetts, cette lettre eut d'immenses retombées. Selon ses rédacteurs, Sarah et Angelina Grimke commettaient le péché suprême. Elles défiaient la volonté de Dieu. Les esprits ne se calmèrent que lorsqu'elles décidèrent de mettre un terme à leur carrière de conférencières. À l'origine, ni Sarah ni Angelina n'avaient vraiment l'intention de s'interroger sur l'inégalité des sexes. Leur souci principal avait été de révéler la nature immorale et inhumaine de l'esclavage, et la responsabilité des femmes dans sa perpétuation. Mais aux premières attaques misogynes, elles réalisèrent qu'elles devaient défendre leurs droits, sous peine d'être à jamais exclues du mouvement abolitionniste. Brillante oratrice, Angelina dénonça la violence sexiste. Sarah, théoricienne de génie, commença une série de lettres sur l'égalité des sexes et la condition des femmes. Rassemblée en 1838, cette correspondance créait un précédent. Aucune autre analyse poussée de la condition des femmes n'avait été rédigée par une Américaine. 6 ans avant la publication du célèbre traité de Margaret Froyer, Sarah Grimke réfutait la théorie de l'inégalité d'origine divine. Hommes et femmes ont été créés égaux. Tous deux sont des êtres moraux et responsables. Elle contestait ouvertement l'anathème des pasteurs et maintenait que ce qui est juste pour l'homme est juste pour la femme. Beaucoup de militantes anti-esclavagistes s'enthousiasmèrent pour les écrits et les conférences des deux sœurs. Mais certains leaders masculins prétendaient que le combat féministe troublerait et éloignerait celles qui ne combattaient que l'esclavage. Angelina répondit que les liens qui unissaient les droits des femmes à l'abolitionnisme n'échappaient à personne. Nous ne pourrons nous unir pour faire avancer la cause abolitionniste tant que nous n'aurons pas écarté cette pierre de notre chemin. On peut croire que nous quittons la route en évoquant ce problème. C'est faux. Nous devons l'aborder dès maintenant. Comment, mes chers amis, ne voyez-vous pas que le clergé complote contre nous, les conférencières? Si nous abdiquons cette année le droit de parler en public, il nous faudra renoncer aux pétitions l'an prochain, puis à l'écriture, et ainsi de suite. Comment aider des esclaves quand nous sommes nous-mêmes asservis par l'homme, honteusement réduits au silence? 10 ans avant la mobilisation des femmes blanches contre la phallocratie, les sœurs Grimke appelaient à refuser un destin de passivité et de dépendance et à conquérir une place légitime dans la lutte pour la justice et le droit. Angelina publia en 1837 un ouvrage intitulé Appeal to the Woman of the Nominally Free States, qui insiste sur ce point. On raconte que Bonaparte reprocha à l'une de ses compatriotes de s'occuper de politique. Elle lui répondit « Sire, dans un pays où les femmes sont mises à mort, il est tout à fait naturel qu'elles veuillent savoir pourquoi. Eh bien, chère sœur, dans ce pays où les femmes sont avilies et brutalisées, et publiquement fouettées, vendues dans des abattoirs de négriers, privées de salaire, arrachées à leurs maris, dépossédées de leurs vertus et de leurs enfants, il est tout à fait naturel qu'elles veuillent savoir pourquoi, surtout lorsque ces outrages violentent les principes de la Constitution. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous croiser les bras, nous boucher les yeux et les oreilles devant ces horreurs, sous prétexte qu'il s'agit de politique. Quand on nous prive du pouvoir d'agir, on nous prive scandaleusement du droit d'agir. Dans ce cas, appelez-nous donc les esclaves blanches du Nord. Le silence et le désespoir scelleront nos lèvres et celles de nos frères enchaînés. Le passage ci-dessus illustre l'insistance des sœurs Grimke à convaincre les femmes blanches du Nord et du Sud de reconnaître le lien étroit qui les unissait à leurs sœurs noires enchaînées. Elles sont nos compatriotes, elles sont nos sœurs, et elles ont le droit de nous demander, à nous, femmes, de leur offrir notre compassion, nos efforts et nos prières pour leur délivrance. Pour les femmes, dit Eleanor Flexner, la question de l'inégalité ne constituait pas un point de justice abstraite,
mais une occasion de s'unir pour une tâche urgente. Puisque l'abolition de l'esclavage était une nécessité politique, elle exhortait les femmes à s'engager dans cette lutte en prenant conscience que le système esclavagiste nourrissait et perpétuait leur propre oppression. Parce que les sœurs Grimke avaient conscience de tout ce qui unissait le combat des Noirs et celui des femmes. Elles ne tombèrent jamais dans le piège idéologique de la priorité d'un groupe sur l'autre. Elles établissaient un rapport dialectique entre les deux causes. Plus que toutes les autres militantes, elles cherchaient à intégrer la question des droits des femmes à la lutte abolitionniste. Elles affirmaient qu'il n'existerait aucune émancipation hors de ce contexte. Je veux être identifiée au peuple noir, dit Angelina, lors d'une convention des femmes patriotes pour la guerre de sécession en 1863. Tant qu'ils n'obtiendront pas leurs droits, nous n'aurons pas les nôtres. Prudence Grandal avait risqué sa vie pour défendre le droit des Noirs à l'éducation. Si sa lutte promettait une alliance puissante et fructueuse entre les femmes et les esclaves, l'analyse de Sarah et Angelina Grimke était l'expression la plus profonde et la plus émouvante de ce désir d'unité. Pas très bavard le chat. C'est la fin de ce chapitre. Donc on fait une petite pause et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre? Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? C'est très intéressant. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, au final, on s'aperçoit que euh, même dans une situation, comment dire, euh, en fait, tout n'est pas d'un côté les noirs et d'un autre côté les blancs. C'était vraiment plus complexe que ça. Et la lutte contre l'esclavage a permis la naissance du féminisme, d'une certaine façon, aux États-Unis, en fait. Ouais, totalement, c'est ça. L'articulation féminisme et lutte antiraciste, elle est ultra intéressante, en fait, parce que, ben, c'est en luttant contre l'esclavage, et donc et en faveur, voilà, des droits des personnes racisées qui étaient esclaves dans les États du Sud, que les femmes ont pu comprendre en fait elles-mêmes que elles subissaient aussi une oppression et que elles-mêmes en fait étaient euh, opprimées par un système qui au final était injuste et que oui elles ont le droit en fait de faire de la politique, elles ont le droit de prendre la parole, elles ont le droit de tenir des conférences, mais que on ne se rend compte de ça que en le faisant, qu'en l'expérimentant. Je- Intéressant, je vois aussi que certaines luttes, même si elles ont avancé, sont loin d'être gagnées. Tu fais référence à quoi, par exemple? Après, oui, en soi, je suis d'accord, il y a beaucoup de luttes, malheureusement, qui datent d'il y a beaucoup de temps. Et la première, ça reste... L'une des luttes comme ça, c'est la lutte des classes, par exemple, où bah, pour le moment, on n'a pas encore gagné, hein, ou sinon, je suis pas au courant. Attendez, je regarde s'il y a des drapeaux noirs par la fenêtre. Ouais, non, il n'y a pas de drapeau noir, hein. Non, non, non. Dommage, hein. Parce que oui, aujourd'hui, les femmes peuvent faire de la politique, mais prendre la parole, ça reste compliqué. Oui, totalement. Et d'ailleurs, alors, je mets mon marque-page. D'ailleurs, si vous voulez le même marque-page, c'est une camarade, elle s'appelle Théa. Alors, c'est pas la chanteuse, hein, c'est notre Théa, qui fait du stream aussi. Elle vend des carnets. Je sais pas si j'ai son carnet sous la main, là, car j'en ai acheté un. Et elle met ce genre de marque-page qui sont vraiment cool. Je regarde si... Ouais, si, il est là. Donc elle fait des carnets faits à la main, voilà, qui ressemblent à ça. Voilà. Bon, moi j'ai mis un petit autocollant là. Et voilà, des carnets comme ça. Alors elle en a différentes formes, tout ça, mais qui sont vraiment cool. Donc voilà, si vous voulez aller soutenir une camarade, n'hésitez pas. Euh, mais sinon, en fait, c'est surtout ce que j'ai remarqué, mais vous me dites si je me trompe, hein, parce que moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en gros, beaucoup de femmes cis peuvent, ou de personnes assignées femmes à la naissance, ont parfois du mal à prendre la parole, non pas parce qu'elles veulent pas prendre la parole, mais parce que ces personnes ben, subissent le poids masculin, entre guillemets, hein, cette monopolisation de la parole par les hommes. Et en fait, j'ai l'impression, et là je m'adresse ben, un peu à tout le monde, hein, mais
aussi aux personnes transféminines, s'il y en a d'autres dans le chat, que les meufs trans, on a un peu plus moins de mal à ça et qu'on ose un peu plus dire les choses. J'ai l'impression. Enfin, moi, je sais que j'ai pas trop de soucis à prendre la parole quand j'ai envie de parler et tout ça, mais parce que je pense qu'il y a ce côté, voilà, et c'est pour ça que je me dis que l'alliance meuf trans et féminisme cis, on va dire, est ultra intéressante en fait. On est encore obligé aujourd'hui de faire des tours de parole pendant les réunions de gauche pour éviter la monopolisation de la parole des hommes. Ah oui, non, mais ça, totalement. Et ça, pour moi, c'est totalement vrai, en fait. Et surtout que les hommes vont quand même vont parfois ne pas prendre au sérieux, parfois ils vont ne pas écouter quand c'est des femmes qui parlent, etc. Alors que je suis désolé, mais c'est les femmes en fait. Enfin, les femmes peuvent être tout aussi compétentes que les hommes, etc. En fait, on n'a pas eu cette éducation à se taire qu'ont les femmes cis quand elles sont jeunes. Oui, voilà, c'est ça en fait. On n'a pas eu cette éducation-là. Et du coup, je pense que on arrive un peu plus facilement à ne pas se taire. Et c'est pour ça que je trouve que les femmes trans ou personnes transféminines sont parmi les meilleurs alliés des femmes cis, en fait. Parce que on les respecte. Bon, quand elles nous respectent, hein, quand même. Mais on les respecte et tout ça. Donc, si une femme cis veut parler, on va la laisser parler, etc. Mais si par contre, il y a des hommes qui ne veulent pas nous laisser parler, nous, on va prendre la parole et nous, on va expliquer que non, il faut laisser parler les femmes. Remise en question de tous nos propos et injonction à avoir des sources bien béton sur tout ce qu'on dit. Ouais, non, mais totalement. Ça, par contre, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que les hommes, on leur demande, comment dire, je vais pas dire jamais rien, mais en fait, on va leur demander beaucoup moins qu'aux femmes. Et qu'importe le domaine, hein. Donc c'est un peu, voilà. Mais après, oui, ça fait partie du féminisme, en fait. Les hommes, pour eux, restent. On est toujours dans cette société patriarcale et du coup, les hommes ont toujours ce côté. On fait plus confiance à un homme qu'à une femme, en fait. Même si la femme, par exemple, est une experte dans son domaine, etc., eh bien, on va remettre en question ses propos, on va remettre en question ce qu'elle dit, etc. Alors que les hommes ont beaucoup moins ce côté remise en question entre eux. Ça, c'est totalement vrai. Et c'est pas pour dire les hommes sont méchants, hein. Je sais pas s'il y a des hommes sur le chat, mais voilà. C'est pour dire que c'est un système, en fait. C'est un système social qui est mis en place. Voilà, c'est. Donc voilà. Et bien entendu que pour le moment, lors de réunions de gauche, ce qui peut être bien à mettre en place, c'est ça, c'est les tours de parole. Et moi, ce que j'appelle les doubles tours de parole prioritaires. Donc quand quelqu'un a parlé et qu'il veut reparler, il passe sur la file non prioritaire. Et si, euh, par exemple, je sais pas, il y a il y a 5 hommes qui veulent parler et qui n'ont pas encore parlé, et qu'une femme veut parler et n'a pas encore parlé, bien sûr, elle passe prioritaire parce que comme ça, on favorise les personnes qui, dans l'espace social, parlent moins parce que doivent s'effacer et doivent laisser la parole aux hommes. Et si on parle d'un truc qui nous concerne, on nous dit qu'on n'est pas apte à en parler car trop sentimental. Ah. Oui, non, mais totalement, totalement. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Mais après, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a un côté très... les femmes, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que les femmes, on est beaucoup plus, on va dire, infantilisées d'une certaine façon que les hommes entre eux. Euh, Par exemple, je sais pas, moi, j'ai 28 ans. J'ai l'impression que, par exemple, ça m'est déjà arrivé de parler politique avec des hommes bien plus âgés qui avaient parfois 50, 60 ans. Et ils étaient là en mode non, mais tu verras plus tard, de toute façon, t'inquiète, fais confiance, tout ça. En mode, il sait mieux que moi ce que moi je peux vivre, ce que moi je pense, etc. Alors que les hommes entre eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment comme ça, ils sont beaucoup plus dans la discussion, dans le débat, etc. Bon, des fois le débat qui tourne mal, mais voilà. En fait. J'ai vraiment cette impression. Après, peut-être que c'est que mon vécu, et dans ce cas, sorry, hein. Mais ouais, ouais, non. Mais de toute façon, d'ailleurs, d'ailleurs, tant que j'y pense, je fais un peu de pub.
Euh, le 26 avril, si vous êtes à Lyon, il y a la marche lesbienne, la Pride lesbienne, du coup, qui sera place. Je sais plus, je crois que c'est l'hôtel de ville. C'est place de l'hôtel de ville, donc pas très très loin de Bellecour. J'ai plus le nom de la place, mais voilà. Donc voilà, ça sera à 14 h, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Si, voilà. Je parle de Lyon, il y en a peut-être ailleurs en France, hein. Moi, je parle de ce que je connais, voilà. Donc, si vous avez d'autres dates, d'autres trucs, n'hésitez pas. Et comme je le disais aussi, si vous voulez participer à l'écriture d'une lettre ou d'un truc pour que les députés du NFP, principalement donc de gauche, prennent conscience que la loi fin de vie, c'est un peu de la merde, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais bien écrire une lettre ouverte ou quelque chose, euh, une tribune ou je sais pas, enfin un truc qui soit bien, qui soit fait collectivement parce que je ne suis personne pour écrire ça individuellement. euh, et pour interpeller justement les différents députés du NFP que la loi fin de vie, c'est pas génial, génial en fait. Et pour ne pas dire totalement de la merde et de l'eugénisme. Donc voilà, voilà. Et n'hésitez pas, hein, et si vous m'envoyez un message et que je réponds pas, n'hésitez pas à me relancer le lendemain ou tout ça parce que voilà, je peux voir le message mais être occupé et zapper après. Donc voilà. Donc voilà. Et évidemment, petit rappel, la fabrique libertaire vendredi à 20h30 où on va parler d'éducation. Donc et d'éducation tout au long de la vie, mais aussi d'éducation quand on est plus jeune, tout ça. Donc ça va être intéressant tout ça. Et je vous propose du coup d'aborder déjà le troisième chapitre hein, de notre livre. Donc le troisième chapitre, c'est les questions de race et de classe au début du mouvement pour les droits des femmes. Cette nuit-là, Lucretia Mott et Elizabeth Cady Stanton remontaient Queen Street bras dessus bras dessous. Passant en revue les événements de la journée, elles décidèrent de tenir une convention des droits de la femme dès leur retour aux États-Unis. Les hommes qu'elles venaient d'entendre avaient grand besoin d'être informés sur cette question. Ainsi débuta la mission émancipatrice dans le pays des hommes libres et la patrie des braves. Cette conversation, qui se tint à Londres au début de la Convention internationale contre l'esclavage en 1840, est généralement considérée comme la véritable naissance du mouvement des femmes américaines. Cette anecdote légendaire et les circonstances qui l'entourent ont nourri les préjugés populaires qui étaient inspirés, ou plutôt créés de toutes pièces, par l'insupportable phallocratie des militants abolitionnistes. Sans aucun doute, les candidates américaines à la conférence de Londres étaient furieuses d'en être exclues par un vote majoritaire et de se voir cloîtrées derrière un rideau semblable à ceux qui cachent le cœur des églises. Lucretia Mott, comme les autres représentantes officielles de la Société américaine contre l'esclavage, avait d'autres raisons de s'indigner. Elle venait d'assister à une controverse animée sur la participation des femmes à la lutte anti-esclavagiste. Exclue de cette même société quelques 7 ans auparavant, Lucretia Mott ne pouvait pourtant pas s'étonner outre mesure. Certes, les événements de Londres l'avaient incitée à se battre pour les femmes, mais elle y songeait déjà bien avant 1840. D'après deux féministes contemporaines, les leaders radicaux, absorbés par les inégalités sociales, faisaient quand même preuve de sexisme. À l'inverse de Lucretia Mott, Elizabeth Cady Stanton n'avait aucune expérience politique à l'époque de la Convention de Londres. Mariée depuis quelques semaines, elle assistait à sa première réunion anti-esclavagiste dans le cadre de son voyage de noces. Voilà, donc dans le cadre de vos voyages de noces, si vous en faites, allez cramer des trucs, faites des émeutes, participez à des réunions radicales, voilà, des manifs féministes, tout ça, voilà. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, merci Angela Davis. Je vais écrire un livre, le mariage en 7 étapes. Première étape, ne vous mariez pas. Ah bon, bah en fait, c'est fini. Euh, je finis le paragraphe et je regarde Alex après. Elle ne faisait pas figure de déléguée, mais l'épouse d'un leader abolitionniste. Madame Stanton ne réagissait pas en militante avertie.
habituée à lutter pour que les femmes participent au mouvement anti-esclavagiste. Lorsqu'elle remarque, dans un ouvrage écrit en collaboration avec Suzanne Anthony, Histoire des suffragettes, que l'œuvre émancipatrice des femmes commença lors d'une conversation avec Lucretia Mott en 1840, elle ne tient pas compte des 10 ans d'expérience au cours desquels les femmes s'étaient battues pour leur émancipation politique. Ne pas se marier, ça va plus vite. Alors, attends, hop, parce que j'ai l'impression que l'article que t'as envoyé va être un peu long. Alors, ne pas se marier, moi je suis contre le mariage. Maintenant, je suis la première aussi à dire que des fois ça peut être bien, mais d'un point de vue juridique seulement. Dans le sens où ben, ça protège juridiquement les personnes en cas de séparation, en cas de décès, etc. Disons que l'autre personne ne se retrouve pas sans rien, entre guillemets. Enfin, après, ça dépend le régime choisi, etc. Enfin, c'est plus complexe, mais voilà. Bref. Mais maintenant, le mariage en tant qu'institution, c'est de la merde. Là-dessus, je suis la première à le dire. Moi, je suis la première à dire que se marier, à la base, c'était d'une certaine façon le fait d'acheter une femme, hein. Il y avait le principe de la dot, etc. Voilà. Non, pas ouf, pas ouf. Il y a aussi le fait que c'est une pression sociale qui est extrêmement forte et où il faut que le mariage coûte assez cher. Ce qui ne peut pas être le cas pour plein de personnes. Donc, voilà, en fait, c'est un... Je comprends les gens qui veulent se marier, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre le mariage, mais qui sont quand même mariées pour des questions juridiques dans la société actuelle. Mais voilà, chaque personne fait son choix. Si une personne veut se marier de manière clinquante, elle a le droit. Mais faut pas oublier que voilà, le mariage, c'est un truc ultra patriarcal à la base et tout ça en fait. Et pour l'article, alors, hop. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des chargés de mission. Cette enquête a déjà donné lieu à une perquisition à l'hôtel de ville en mars 2024. Est-ce que quelqu'un sait, Grégory Doucet, il est quel parti? Si quelqu'un sait. C'est juste pour avoir une idée, hein. Écolo? Ok. Ok, ok. Ah ben, en fait, il faut juste que je lise la suite de l'article, parce que la suite de l'article, c'est le maire écologiste de Lyon. Voilà, on applaudit ma pertinence, mesdames et messieurs. Applaudissez ma pertinence. Merci. Merci. Donc, entendu en garde à vue mercredi 9 avril dans le cadre d'une enquête portant sur la nature des tâches effectuées par des chargés de mission à la mairie, a appris l'agence France Presse de sources judiciaires. J'ai une question. J'ai pas fini l'article, hein, mais euh, j'ai une question. Est-ce que lui aussi en garde à vue, il a un matelas tout moisi, euh, parfois infesté de puces de lit, sur un truc dur, sans couverture, ou quand il veut aller aux toilettes, on lui dit bah non, voilà, ou on le menace, ou on le manipule, etc. Non, c'est une question, c'est une question, c'est... Voilà. Salut Doc. Salut, salut. Je suis en train de lire un article là sur le maire de Lyon qui est en garde à vue. Voilà. Attends, d'expérience, les hommes sont persuadés d'obtenir la femme après le mariage et ça emprisonne dans des foyers violents. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le problème. En fait, pour moi, il faudrait que le divorce, la procédure de divorce soit allégée en fait. Grégory de Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Attends, c'est quoi l'air? Le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Ouais, je sais pas si c'est le bon air, mais ok. Ah ouais, le maire ELV qui soutient les flics. Ouais, ben là, en fait, il est en garde à vue pour des affaires de chargé de mission. Donc, pas loin, oui. Ah, ben voilà, tu vois. Chut. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre preuve que je suis de gauche? On me met un texte, on me dit que c'est une chanson de manif, je trouve à peu près l'air. Il y a que la gauche qui peut faire ça, il y a que la gauche. Du coup,
Cette enquête, ouverte pour des accusations de détournement de fonds publics, a déjà donné lieu à une perquisition à l'hôtel de ville lyonnais en mars 2024, selon la même source qui confirmait une information du JDD. Grégory Doucet est entendu en tant que représentant de la collectivité dans une étape normale de l'enquête pour expliquer le fonctionnement de la ville et défendre la légalité des décisions prises. Il collabore pleinement avec la justice, a précisé à la presse son porte-parole. Début 2024. Le parquet de Lyon avait ouvert une information judiciaire à la suite d'un signalement de la Chambre régionale des comptes portant sur des faits remontant à une dizaine d'années. La CRC, qui a rendu en septembre son rapport à ce sujet, estime que depuis 2016, le système des chargés de mission de la ville de Lyon ne respecte pas le cadre réglementaire qui l'autorise à recruter uniquement 12 personnes sur des fonctions politiques. Outre les 12 collaborateurs de cabinets réglementaires, une vingtaine d'agents contractuels ou fonctionnaires de la mairie exercent en réalité des missions politiques, estime la CRC. Leur recrutement se fait hors du cadre légal et sans publication de l'offre de recrutement. Ils sont choisis et notés directement par les adjoints et non par la hiérarchie administrative, soulève également la Chambre dans son rapport. Les faits portent sur les mandats des anciens maires Gérard Collomb, mort en 2023, et Georges Kepenekian, en plus de Grégory Doucet, élu en 2020 et qui compte se représenter en 2026. Selon le JDD, Georges Kepenekian, maire en 2017 et 2018, a été interrogé par les enquêteurs mardi, également sous le régime de la garde à vue, et d'autres cadres municipaux dont des directeurs de cabinet ont aussi été entendus en audition libre. Le 13 mars 2024, une vingtaine de policiers avaient déjà mené une perquisition à l'hôtel de ville et entendu plusieurs chargés de mission. À la suite de la publication de ce rapport, la ville a supprimé 24 postes de chargés de mission, tout en soulignant ne pas partager l'analyse juridique de la CRC. Ces chargés de mission thématiques à l'interface entre les services et les élus sont nécessaires pour la bonne mise en œuvre des grandes politiques publiques de la collectivité et sont essentiels à l'action municipale, défendait-elle alors dans un communiqué. Ouais, d'accord, bon, en fait, c'est ça. Bon. En gros, ils ont fait du détournement de thunes, voilà. Ils refusent le soutien à la Palestine. D'accord. Grégory Doucet, on va venir te chercher. Tu vas finir sur un piquet. Grégory. Désolé, désolé. Non, non, non. Je veux dire, non. Sur Roblox, voilà. Ah, ça, j'entends pas. Ça toque à la porte là, j'entends pas parce que j'ai le casque en fait là et du coup j'entends pas. Il est vraiment de droite comme tous les maires élevés de grande ville. Ouais, totalement. Sachez une chose, hein, moi j'ai été à Bordeaux. J'ai connu Juppé et j'ai connu du coup Pierre Urmic qui est le maire écolo de Bordeaux. Le mandat de Urmic est encore plus à droite qu'Alain Juppé. En fait, vraiment, faut se rendre compte de la dinguerie. Mais bon, bref. Je viens de voir passer ça. La justice française s'oppose à l'extradition d'un militant antifasciste albanais vers la Hongrie. Le président de la Chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris a invoqué lors du délibéré des risques d'atteinte aux droits garantis par la Cour européenne des droits de l'homme. Ok, bon, bah, pour une fois. Pour... Ah, alors après, c'est la justice française. La justice souvent fait son taf. Ça aurait été le gouvernement, ça m'aurait plus surpris. Mais là, c'est la justice, tant mieux. J'espère que ce militant antifasciste, du coup, ben, il pourra être libre hein, à un moment et pourra aller bien. Espérons, espérons. Alors, malgré leur échec à la Convention de Londres, de toute façon, ELV, c'est soit des écolos de gauche ou des écofascistes. Ouais, et pour moi, en fait, alors, ELV, pour moi, il n'y a même pas vraiment d'écolos de gauche dans le sens où il y a très très peu de militants ELV qui remettent en cause le capitalisme et donc le système productiviste actuel, en fait. Et à partir de là, ben, comme je le dis souvent, hein, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Ils ont des écolos que le nom. Ben en fait, c'est des écolos libéraux, en fait. C'est du libéralisme ou du keynésianisme. Mais ils remettent pas du tout en question le système social et économique, en fait. Donc c'est toute la problématique. Mais c'est comme LFI, hein. LFI, ils sont pas anticapitalistes, hein. Donc voilà. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on considère ELV et LFI comme de gauche radicale, alors qu'en réalité, c'est une gauche qui est en réalité assez molle, en fait.
Et c'est ça la problématique, et c'est ça qui est dur à accepter en fait. Alors, malgré leur échec à la Convention de Londres, les femmes abolitionnistes avaient fait la preuve de l'efficacité des luttes passées. Elles avaient obtenu le soutien de quelques leaders abolitionnistes opposés au courant d'exclusion. Le brave et noble Garrison arriva trop tard pour participer au débat, refusa de siéger, et pendant les 10 jours de la Convention, resta un spectateur silencieux dans la galerie. D'après Elizabeth Cady Stanton, Nathaniel Rogers de Concord, dans le New Hampshire, fut le seul abolitionniste à se joindre aux femmes dans la galerie. On peut s'étonner qu'Elizabeth Cady Stanton n'ait pas mentionné le leader abolitionniste noir Charles Raymond dans un article du Liberator. Il se présente lui aussi comme un auditeur silencieux. C'est des écolos qui veulent pas sacrifier leur voyage à Disney pour la planète, mais le tracteur de l'agriculteur endetté, oui. Oui, c'est totalement ça. En fait, c'est des écolos qui, voilà, sont en mode, on fait des petites mesurettes, etc. Mais voilà. Ils sont contre la gratuité des transports à Lyon. Mais oui, mais voilà. Après, ils auront plus de thunes à détourner. Alors, alors je me protège. Je vais me protéger, hein. Je me protège juridiquement. Ça veut pas forcément dire que c'est totalement ce que je pense, mais je me protège juridiquement. Évidemment, monsieur Grégory Doucet n'est que présumé, hein, des faits qui lui sont reprochés. Ça veut pas dire qu'il est coupable. Voilà, laissons la justice faire son travail. Maintenant, chaque personne se fait son avis. Voilà, dans le chat, maintenant, allez-y, il n'y a pas de problème. Par contre, ça, je vais vous le dire, mais les villes qui sont contre la gratuité des transports, je ne comprends pas, en fait. Mets ton écharpe rouge pendant qu'il est. Non, non, mais en vrai, je me protège surtout d'un point de vue légal, au cas où quelqu'un proche de Doucet ou tout ça tombe sur le stream ou sur le replay, euh, je sois pas attaqué pour diffamation, en fait. Voilà. Euh, mais en fait, il y a deux types de gratuité des transports. Soit la gratuité totale, bon, voilà. Soit la gratuité pour les résidents qui habitent, par exemple, je sais pas, par exemple, la métropole de Lyon, la métropole de Nantes, tout ça. Mais pas pour les touristes, entre guillemets. Ce qui est en fait, bon, voilà. Et en fait, qu'importe la gratuité qui est mise en place, dans tous les cas, ça augmente énormément le nombre de personnes qui vont prendre les transports et ça évite énormément la fraude quotidienne. Et tu peux clairement faire. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'ils justifient ça par oui, mais en fait, sinon, on n'a pas la source de revenus pour faire ça. Ben ouais, mais en fait, si. Parce que par exemple, à Lyon, la billetterie, ça représente 30% des revenus pour les transports. Ok? 30%. C'est loin d'être la majorité. Ça reste une part assez importante, mais voilà. Mais en fait, si tu mets la gratuité, t'as plus à avoir de contrôleurs. Alors, t'as deux solutions. Soit les contrôleurs, ben, ils partent de leur propre chef, soit tu leur proposes des postes soit de conducteurs, soit par exemple d'agents de sécurité non armés dans les transports pour éviter le harcèlement de rue, le harcèlement sexiste, etc. Tout ce qui est machine pour valider, t'en as plus besoin. Donc, des dépenses en moins. Par exemple, tout ce qui est les frais de dossier liés aux amendes, t'en as plus besoin. Donc des dépenses en moins, en fait. Donc déjà, la part, elle serait plus petite, d'une certaine façon. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une taxe, en tout cas à Lyon, c'est comme ça que fonctionne, il y a une taxe sur les entreprises qui financent la métropole et les transports. Cette taxe, tu peux la monter un petit peu. C'est des entreprises, frère. Vas-y, hein. Allez-y, hein. C'est eux les riches, hein. Non, parce que actuellement, l'abonnement mensuel à Lyon, c'est environ 80 € par mois. Voilà. Donc, à un moment, stop. Et en fait, c'est juste, ils osent pas, ils osent pas avoir de politique sociale. Franchement, même ma ville PS a mis des transports gratos. Mais oui, c'est ça. Plus besoin d'admin pour faire des abonnements. Ces billets sont gratos, plus besoin de contrôleurs. Mais oui, c'est ça en fait. En fait, c'est ça, c'est que soit les contrôleurs, tu les formes pour qu'ils soient conducteurs de tram, de bus ou de métro,
soit tu en fais des agents un peu de sûreté, on va dire, pas de sécurité, mais de sûreté, dans les transports. Mais en fait, t'as plus besoin de contrôleurs, en fait. Donc, c'est pas logique. Et après, si les contrôleurs, eux, n'ont pas envie de faire ces métiers-là, bah, voilà, des ruptures conventionnelles, et puis voilà. Ou alors des agents municipaux pour d'autres tâches. Ouais, aussi, ouais. Totalement, totalement. Et ouais, 80 balles. Ouais. Charles Raymond affirme qu'il éprouva l'une des plus grandes déceptions de sa vie quand il s'aperçut à son arrivée que les femmes avaient été exclues de la Convention. Son désarroi fut d'autant plus grand que son voyage lui avait été payé par plusieurs groupes de femmes. Je devais presque tout à la générosité et à la bonté des membres de la Société féminine contre l'esclavage de Rangor, au Cercle des couturières de Portland et à la Société des jeunes femmes de Newport contre l'esclavage, car elles m'avaient aidé pour mon voyage dans ce pays. Raymond se sentait obligé de refuser de siéger pour rester l'honorable représentant de 3 associations féminines dont la cause est louable et le travail efficace. Tous les hommes n'étaient pas les abolitionnistes bigots que mentionne Elizabeth Cady Stanton dans sa chronique. Certains savaient détecter et combattre le comportement phallocrate. Et en plus, personne râle quand il y a des travaux pour les transports en commun, parce que ça profite à tous. Mais oui, c'est exactement ça en fait, évidemment. Elizabeth Cady Stanton était une nouvelle recrue dans le mouvement abolitionniste. Mais elle menait un combat personnel contre le sexisme depuis son plus jeune âge. Encouragée par son père, juge, riche et conservateur, elle avait défié la tradition dans ses études comme dans ses loisirs. Elle avait étudié le grec, les mathématiques et l'équitation, discipline généralement interdite aux filles. À l'âge de 16 ans, elle était seule de son lycée dans la classe d'examen. Avant son mariage, la jeune femme passait beaucoup de temps avec son père. Elle étudiait même le droit sous sa direction. En 1848, Elizabeth Cady Stanton devint mère et femme au foyer. Elle s'installa avec son mari à Seneca Falls, dans l'État de New York. Il lui était difficile de se faire aider, car les domestiques étaient rares. Le désenchantement et la frustration la sensibilisaient à la condition des femmes blanches de la classe moyenne. Sa décision de contacter Lucretia Mott, après 8 ans d'oubli, s'expliquait surtout par une situation familiale qui justifiait largement sa participation à une convention de femmes. Mon insatisfaction en tant qu'épouse, mère, maîtresse de maison, médecin et guide spirituel et la lassitude, l'angoisse de la plupart des femmes m'ont sensibilisé à la cruelle absence de mesures concrètes pour remédier aux maux de la société et des femmes en particulier. Mon expérience de la Convention internationale contre l'esclavage, mes informations sur le statut légal des femmes et l'oppression partout présente ont accablé mon âme en venant confirmer mon expérience personnelle. Tous ces éléments semblent avoir contribué à mon engagement. Je ne savais ni quoi faire, ni par où commencer. Je n'envisageais qu'une réunion publique de protestation et de discussion. La vie d'Elizabeth Cady Stanton cristallisa le douloureux dilemme de la femme de la classe moyenne. Tous ses efforts pour accomplir et parfaire ses études, ses connaissances juridiques, tout ce qu'elle savait était bafoué. Le mariage et la maternité avaient anéanti ses projets de célibataire. En outre, son action abolitionniste après la Convention de Londres lui révéla qu'une lutte politique contre l'oppression était possible. Beaucoup de participantes à la première Convention des droits des femmes à Seneca Falls prirent conscience qu'elles vivaient des contradictions similaires et qu'il était possible de se battre pour l'égalité, comme pour l'abolition de l'esclavage. Pendant la préparation de Seneca Falls, Elizabeth Cady Stanton proposa une résolution qui parut trop radicale, et ce même à Lucretia Mott, coprésidente de la Convention. Cette dernière avait certes appris, grâce à son expérience dans le mouvement anti-esclavagiste, que les femmes avaient besoin d'un réel pouvoir politique, mais elle s'opposa à une résolution sur le vote des femmes. Elle pensait qu'une telle avancée paraîtrait absurde, provocatrice, et dévaloriserait l'impact de la réunion. Le mari d'Elizabeth Cady Stanton s'y opposa également et quitta la ville comme il l'avait promis, lorsque son épouse s'obstina à présenter la résolution. La seule personnalité importante qui soutint cette demande fut Frederick Douglass. Plusieurs années avant la réunion de Seneca Falls, Elizabeth Cady Stanton avait réussi à convaincre Douglass que le vote devait être octroyé aux femmes.
Je ne pouvais opposer que des prétextes à ces arguments. Je parlais de coutumes, de partage naturel des tâches, du déphasage politique des femmes. J'évoquais des idées reçues, le monde de la femme, etc. Et l'interlocutrice admirable, qui raisonnait avec autant de logique qu'aujourd'hui, balaya ces phrases avec les principes qu'elle a souvent employés depuis et qu'aucun homme n'a réussi à réfuter. Si l'intelligence est le seul fondement rationnel du pouvoir, le meilleur gouvernement est celui qui tire sa vie et sa force de ses plus grandes sources de sagesse, d'énergie et de bonté. Pour les quelques 300 hommes et femmes réunis lors de la convention de Seneca Falls, la question du vote féminin était le point de désaccord essentiel. La résolution du suffrage ne fit pas l'unanimité. Cependant, cette proposition controversée fut présentée par Frederick Douglass, qui soutient la motion de Stanton et employa ses talents oratoires pour la défendre. Au cours de ces années d'enfance du mouvement, où les droits des femmes n'étaient pas encore perçus comme une cause légitime et où le vote des femmes était une revendication nouvelle et impopulaire, Frederick Douglass défendit publiquement l'égalité politique. Juste après la convention de Seneca Falls, il rédigea un éditorial dans son journal North Star, sous le titre Les droits des femmes. Ce texte présentait un programme très radical pour l'époque. Dans le domaine des droits politiques, nous considérons que l'on doit accorder à la femme, en toute justice, tout ce que nous revendiquons pour les hommes. Nous irons plus loin, en affirmant que tous les droits politiques des hommes doivent être étendus aux femmes. Tout ce qui désigne l'homme comme un être intelligent et responsable vaut pour la femme. La réalité d'un gouvernement fondé sur le libre consentement paraît la seule perspective équitable. Aucune raison ne s'oppose au droit de vote des femmes, ni à leur participation à l'administration et à la justice du pays. Frederick Douglass avait aussi présenté officiellement la question du droit des femmes au mouvement de libération des Noirs, qui accueillit cette idée avec enthousiasme. Comme le souligne J. Walker, Douglass prit la parole pendant la Convention nationale des affranchis de couleur à Cleveland, dans l'Ohio, à l'époque de la réunion de Seneca Falls. Il proposa un amendement sur la sélection des délégués afin d'y inclure les femmes, amendement accepté au terme de 3 ovations. Elizabeth Cady Stanton glorifia l'intransigeance de Douglass devant la presse qui ridiculisait la convention de Seneca Falls. Tout le public était contre nous. Dans les salons, les journaux, les temples, la plupart des femmes qui avaient assisté à la convention et signé la déclaration se retirèrent une à une, pour rejoindre nos persécuteurs. Nos amis nous battaient froid et se sentaient déshonorés par ces procédés. Le tollé général ne découragea pas Douglass et ne put étouffer le mouvement des femmes. Malgré tous leurs efforts, les salons, les journaux, les prédicateurs ne parvinrent pas à renverser le cours des événements. Un mois plus tard, une autre convention organisée à Rochester dans l'État de New York innova audacieusement en plaçant une femme à sa présidence. Frederick Douglass manifesta à nouveau sa fidélité à la cause des femmes en défendant leur droit de vote dans une résolution qui fut adoptée plus largement qu'à Seneca Falls. On ne pouvait plus interdire la défense des droits des femmes. La question de l'égalité civique, encore mal tolérée par les faiseurs d'opinion, s'était concrétisée par la naissance d'un mouvement des femmes, soutenu par le peuple noir en lutte. Ce point avait définitivement acquis un droit de cité dans la vie politique des États-Unis. Mais que représentait-il ? Comment la question de l'égalité des femmes pouvait-elle se poser autrement qu'en termes de vote, dans l'ambiance diffamatoire qui avait accueilli cette proposition à la convention de Seneca Falls ? Les doléances définies dans la déclaration des sentiments et les revendications proposées dans les résolutions reflétaient-elles réellement les problèmes et les besoins des Américaines ? Le point essentiel de cette déclaration concernait l'institution du mariage et ses nombreux désavantages pour les femmes. Cette union les dépouillait de leurs biens, les rendait économiquement et moralement dépendantes de leurs maris. En imposant l'obéissance absolue aux épouses, l'institution du mariage donnait aux hommes le droit de les punir. Pire, les lois qui régissaient la séparation et le divorce reposaient largement sur la supériorité de l'homme. D'après la déclaration de Seneca Falls, le statut d'infériorité de la femme mariée crée des inégalités dans le système éducatif et le monde professionnel. Les emplois bien rémunérés et toutes les voies de la gloire et de la réussite financière étaient complètement fermés aux femmes. La déclaration avait clos sa liste de doléances en évoquant la dépendance intellectuelle et psychologique des femmes mariées privées par leur statut d'assurance et d'amour-propre.
La déclaration de Seneca Falls détermina une prise de conscience capitale au milieu du siècle. Elle représentait l'apogée théorique de longs combats incertains et souvent silencieux contre une condition politique, sociale, familiale et religieuse vécue comme une contradiction, une frustration et une véritable oppression par les femmes de la bourgeoisie et des classes moyennes. Cette déclaration exposait le dilemme des femmes blanches de la classe moyenne, mais ignorait la situation difficile des ouvrières blanches, ainsi que celle des femmes noires du Sud et du Nord. En d'autres termes, la déclaration de Seneca Falls proposait une analyse qui s'écartait totalement des conditions de vie de celles qui n'appartenaient pas à la classe de ses auteurs. Comment vivaient les femmes qui travaillaient pour gagner leur pain, les ouvrières blanches employées dans les filatures du Nord-Est? En 1831, à l'époque où la nouvelle révolution industrielle touchait surtout l'industrie textile, les femmes étaient majoritaires dans cette branche. Les filatures disséminées en Nouvelle-Angleterre regroupaient 38 927 femmes et 18 539 hommes. On avait recruté les pionnières du textile dans les familles rurales des environs. Les patrons des filatures, soucieux de leur profit, dépeignaient le travail comme un prélude séduisant et instructif à la vie conjugale. Les systèmes de Waltman et de Lowell se présentaient comme des substituts de la famille. Des matrones y surveillaient étroitement les jeunes fermières dans une atmosphère de fin d'études. Mais quelle était la réalité des filatures? Des journées interminables, 12, 14 et même 16 heures, d'atroces conditions de travail, un entassement inhumain dans les logements, et les ouvrières disposaient de si peu de temps pour les repas, une demi-heure à midi, qu'elles quittaient l'atelier de tissage chaud et humide et couraient jusqu'à leur pension, quelques rues plus loin, engloutissaient le principal repas de la journée et se précipitaient à l'usine, terrifiées à l'idée d'être à l'amende si elles arrivaient en retard. En hiver, elles n'osaient pas s'arrêter pour boutonner leur manteau et mangeaient souvent sans l'avoir ôté. C'était la saison des pneumonies. En été, la nourriture avariée et l'hygiène insuffisante provoquaient les dysenteries. Quant à la tuberculose, elle sévissait toute l'année. Les ouvrières du textile se soulevèrent. À partir de la fin des années 1820, bien avant la convention de Seneca Falls, elles organisèrent des débrayages et des grèves, protestant activement contre la double oppression à laquelle les exposaient leurs conditions de femmes et d'ouvrières. En 1828, à Douvres, dans le New Hampshire, elles quittèrent leur travail pour marquer leur opposition à de nouvelles restrictions. Elles firent scandale en paradant avec des banderoles et des drapeaux et en brûlant de la poudre. À l'été 1848, époque de la convention de Seneca Falls, les conditions dans les filatures, déjà pénibles, s'étaient tellement détériorées que les filles des fermiers de la Nouvelle-Angleterre ne représentaient plus qu'une minorité de la main-d'œuvre. Pour remplacer les femmes de bonne souche yankee, les immigrantes suivirent leurs pères, leurs frères et leurs maris, et formèrent le prolétariat industriel de la nation. Contrairement aux premières travailleuses, issues de familles de propriétaires terriens, ces femmes ne pouvaient compter que sur leur force physique. En manifestant leur opposition, elles se battaient pour survivre. Elles luttèrent avec tant d'ardeur que les années 1840 virent l'arrivée des femmes à la tête du mouvement ouvrier des États-Unis. Pendant la campagne pour la journée de 10 heures, l'Association des femmes de Lowell pour la réforme du travail présenta des pétitions à l'Assemblée législative de l'État du Massachusetts en 1843 et 1844. Le jour où l'Assemblée leur accorda une audience publique, les femmes de Lowell furent les premières dans l'histoire américaine à obtenir une enquête sur des conditions de travail. Si l'on considère les luttes menées par les ouvrières blanches, leur combat permanent pour leur dignité de travailleuses et de femmes, leurs défis conscients ou implicites à l'idéologie sexiste, on peut reconnaître qu'elles avaient largement mérité le titre de pionnières dans le mouvement des femmes. Mais le chemin qu'elles avaient ouvert fut ignoré des organisatrices du nouveau mouvement qui ne comprenaient pas que les ouvrières puissent prendre conscience de la phallocratie et se battre sur un mode spécifique. Ironiquement, l'histoire contribua à leur donner raison. En s'opposant au progrès du mouvement de 1848, parmi toutes les participantes à la convention de Seneca Falls, la seule qui vécut assez longtemps pour exercer son droit de vote, plus de 70 ans plus tard, fut une ouvrière du nom de Charlotte Woodward. Certes, cette dernière n'avait pas signé la déclaration de Seneca Falls pour les mêmes raisons que certaines privilégiées.
Elle était venue afin de demander conseil, en vue d'améliorer sa condition d'ouvrière. Sa profession de gantière n'était pas encore industrialisée. Elle travaillait chez elle et recevait un salaire légalement contrôlé par les hommes de sa famille. En décrivant son travail, elle expliqua dans quel esprit de révolte elle était venue à Seneca Falls. Nous, femmes, travaillons en secret, isolées dans nos chambres, parce que toute la société s'appuie sur une théorie qui veut que ce soit les hommes et non les femmes qui rapportent l'argent à la maison, et que ce soit l'homme et lui seul qui subviennent aux besoins de la famille. Je ne crois pas qu'il existe une seule communauté où les femmes n'aient pas été tentées de se révolter. Pour citer mon humble cas, je ne peux témoigner de la révolte silencieuse de chaque fibre de mon être, pendant toutes ces heures où j'étais assise à coudre des gants pour récolter une misérable pitance qui m'échappait aussitôt. Je voulais travailler, mais aussi choisir mon travail et en recevoir le salaire. Voilà ma révolte contre ma condition de naissance. Comme Charlotte Woodward, de nombreuses travailleuses de la Convention se sentaient concernées par les droits des femmes, au point de leur donner la prééminence dans leur vie. Au cours de la dernière session de la Convention, Lucretia Mott proposait une résolution qui demandait un vote de défiance contre les orateurs et une intégration égalitaire des femmes à différents métiers, professions et commerces. S'agissait-il d'un revirement? D'une pensée charitable pour Charlotte Woodward et ses sœurs? Le petit contingent d'ouvrières avait-il protesté contre le mépris de ses intérêts dans les premières résolutions, obligeant ainsi Lucretia Mott, militante abolitionniste de longue date, à prendre leur parti? Si Sarah Grimke avait été présente, elle aurait pu les soutenir, puisqu'elle a affirmé à une autre occasion: il y a, dans les classes pauvres, des cœurs honnêtes, courageux, et las de l'esclavage. Il y a des cœurs qui méritent la liberté, et qui sauront en faire bon usage. Si on négligea les ouvrières à la réunion de Seneca Falls, on oublia totalement d'autres femmes en révolte contre leurs conditions de naissance. Dans le sud, il fallait combattre l'esclavage, et dans le nord, vivre une liberté ambiguë, le racisme. Alors que les responsables de Seneca Falls comptaient au moins un homme noir dans leur rang, aucune femme noire ne se trouvait dans l'assistance. Et les documents ne font pas davantage allusion aux femmes noires. Si l'on considère l'attachement des organisateurs à la cause abolitionniste, leur complète indifférence aux femmes noires esclaves a de quoi déconcerter. Mais ce problème n'était pas nouveau. Les sœurs Grimke avaient déjà critiqué un certain nombre de sociétés de femmes anti-esclavagistes pour leur silence sur la condition des femmes noires et, parfois, pour leurs propos ouvertement racistes. Au cours des préparatifs de la première convention de la Société nationale des femmes contre l'esclavage, Angelina Grimke avait dû intervenir pour assurer une présence, autre que symbolique, des femmes noires. Ok, Genetics, pas de soucis. Bonne journée à toi. En outre, elle suggéra d'adresser un discours aux Noirs libres du Nord. Puisque Lucretia Mott elle-même refusait de préparer l'allocution, Sarah Grimke dut s'exécuter. Dès 1837, les sœurs Grimke fustigèrent la Société des femmes de New York contre l'esclavage pour leur rejet des femmes noires. À cause de leur indéfectible position d'aristocrate, commenta Angelina avec regret. Elles étaient complètement inefficaces. Nous avons sérieusement pensé à créer une société anti-esclavagiste parmi nos sœurs de couleur, et à leur demander d'inviter leurs amies blanches. De cette façon, nous pensons attirer les femmes blanches les plus actives de la ville. L'absence de femmes noires à la convention de Seneca Falls était d'autant plus évidente qu'elles avaient participé à la lutte pour les droits des femmes. Plus de 10 ans avant cette réunion, Maria Stewart avait lancé « Je suis une femme !» et alors, à ceux qui contestaient son droit à donner des conférences. Elle était la première oratrice noire qui s'adressait à des assemblées mixtes, et, en 1827, le Freedom's Journal, premier journal noir aux États-Unis, publia la lettre d'une femme noire sur les droits des femmes. Son autrice, Mathilda, exigeait le droit à l'éducation des femmes noires. À une époque où la scolarité des femmes faisait l'objet d'une brûlante controverse, ce journal avant-gardiste lui donna la parole 1 an avant les premières conférences de l'écossaise Florence White sur l'égalité scolaire.
Je m'adresse à toutes les mères et leur affirme qu'il leur est indispensable de connaître autre chose que la recette du pudding. Leur devoir sacré est de remplir la tête de leurs filles de connaissances utiles. Ces dernières doivent consacrer leur loisir à lire des livres pour acquérir un savoir précieux et inaliénable. Bien avant la première convention des femmes, les femmes blanches de la classe moyenne luttaient pour le droit à l'éducation. Les réflexions de Mathilda, confirmées plus tard par le nombre d'élèves noirs qui se présentèrent en masse à l'école de Prudence Crandall dans le Connecticut, montraient que les femmes, blanches et noires, partageaient ce même désir d'éducation. Oui, il y a la recette du pot-au-feu aussi. En effet, c'est vrai, c'est vrai. Quelle est pour vous la recette la plus féministe possible? Malheureusement, cet intérêt commun ne fut pas reconnu par la Convention de Seneca Falls. Au cours du fameux été 1848, ironie du sort, un événement révéla de manière spectaculaire que l'intérêt d'un rassemblement des femmes, notamment pour lutter contre le sexisme dans l'éducation, avait échappé aux responsables de la Convention. Ce fut la fille de Frédéric Douglass qui en pâtit. Après son admission officielle dans un pensionnat de jeunes filles à Rochester, dans l'État de New York, elle fut exclue des cours fréquentés par les élèves blanches. La directrice, responsable de l'exclusion, était une abolitionniste. À la suite des protestations de Douglas et de sa femme, la directrice demanda à toutes les élèves blanches de voter, en précisant qu'une seule voix négative suffirait à entraîner l'exclusion. Après le scrutin, des élèves blanches en faveur de l'intégration, la directrice s'adressa aux parents et invoqua la seule réponse négative pour exclure la fille de Douglas. L'attitude raciste de cette femme blanche du Nord, proche des abolitionnistes, reflétait l'un des principaux points faibles au mouvement de ce groupe, son incapacité à créer une conscience antiraciste. Cette grave insuffisance, abondamment critiquée par les sœurs Grimke et par d'autres, se manifesta malheureusement dans le mouvement pour les droits des femmes. Bien que les premières militantes aient négligé le sort de leurs sœurs noires, les échos du mouvement des femmes influencèrent l'organisation de lutte pour la libération des Noirs. Comme il est indiqué plus haut, la Convention nationale des affranchis de couleur votait une résolution sur l'égalité des femmes en 1848. À l'initiative de Frédéric Douglass, le rassemblement de Cleveland décida que les mêmes critères d'élection des délégués seraient valables pour les hommes et pour les femmes. Peu après, une convention du peuple noir, à Philadelphie, invita les femmes noires et, en signe d'acceptation du nouveau mouvement lancé à Seneca Falls, convia également des femmes blanches. Lucretia Mott commenta dans une lettre à Elizabeth Cady Stanton sa décision d'y assister. Actuellement, nous participons à une convention du peuple noir. Douglas et Delany, ainsi que Raymond et Garney, y œuvrent activement. Cette reconnaissance des femmes et des femmes blanches, l'intérêt que je porte à la cause des esclaves et à celle des femmes, m'impose au moins de me déplacer et de tenir un petit rôle. Hier, sous une pluie battante, Sarah Puck et moi-même sommes donc venus à pied, et nous pensons faire de même aujourd'hui. La cuisine végé, ça touche au virilisme des hommes. Faites-la du végé, privé de saucisses. Allez, hop, privé de saucisses les hommes, voilà. Deux ans après celle de Seneca Falls, la première convention nationale pour les droits des femmes se tint à Worcester dans le Massachusetts. Invitée ou venue de sa propre initiative, Sojourner Truth était présente. Sa participation et les discours qu'elle prononça dans des meetings ultérieurs en faveur des droits des femmes symbolisaient la solidarité des femmes noires avec le jeune mouvement des femmes. Elles aspiraient à se libérer de l'oppression raciste, mais aussi de la domination sexiste. Ne suis-je pas une femme? Leitmotiv du discours de Sojourner Truth au cours d'une convention des femmes à Akron, dans l'Ohio, en 1851, devint un des slogans les plus fréquents du mouvement des femmes au XIXe siècle. Oh non, mon barbuck.
D'ailleurs, j'invite les gens, si vous tenez un stand à un moment à la fête de l'UMA par exemple, et que vous voulez pas voir Fabien Roussel, proposez de la bouffe végétarienne. Voilà. En fait, le Fabien Rousselisme détecte le végétarisme et l'évite au maximum parce que en fait, il en est allergique. Et du coup, s'il y a toute une zone qui est végé, il ne rentrera même pas dans la zone par peur, en fait. Par peur d'être privé de saucisses. Voilà. Sojourner Truth sauva le meeting des femmes d'Akron des huées masculines. Seule parmi toutes les participantes, elle fut capable de prendre un ton mordant pour répondre aux arguments phallocrates de bruyants provocateurs, avec un charisme et un talent oratoire indéniable. Sojourner Truth démolit, avec une logique irréfutable, les arguments qui prétextaient de la faiblesse des femmes pour leur interdire le vote. L'un des provocateurs déclarait que leur prétention à voter était ridicule, puisqu'elles ne pouvaient enjamber une flaque d'eau ou monter dans une voiture sans l'aide d'un homme. Sojourner Truth lui fit remarquer, avec une simplicité désarmante, que jamais personne ne l'avait aidé à enjamber une flaque d'eau, ni à monter dans une voiture. Et ne suis-je pas une femme reprit-elle, avec une voix qui roulait comme le tonnerre. Elle lança Regardez-moi Regardez mon bras Et elle releva sa manche pour dévoiler son extraordinaire musculature. Bon, moi, elle est pas extraordinaire, mais vous avez l'idée, ok? La kryptonite, je connais exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est voilà, c'est en fait, on le sait pas, hein, mais Fabien Roussel, en fait, c'est une forme d'alien qui vient de la planète qu'on appelle la planète Charcutrix, en fait. Euh, en fait, au fond, c'est un super-héros. Il est censé venir pour sauver l'espèce humaine, en fait, en l'amenant au communisme, mais au communisme charcutrix, en fait. Donc, c'est un communisme particulier. Voilà. Je propose, on cloisonne toute une zone avec des trucs VG. Ah, mais c'est. Oh là là. Oh, si on fait ça, tu as un communiqué de Roussel dans les 5 minutes. C'est honteux! Et la culture française! Et la gastronomie! Et la tradition! Let's go, ça prend un atelier 7 ans pour se protéger du parti charcutier français! Et salut! Salut, Kwaku! Le parti charcutier français! Waouh! Allez, on fait des ateliers 7 ans, du coup, à la fête de l'humain. Voilà. Au moins, on est sûr de pas croiser Roussel. Oh, Roussel, jamais il met les pieds à un atelier 7 ans. C'est bizarre, mais je suis sûr que tu fais un atelier barbecue, par contre, il va être là. On fait une mini fête VG dans la fête de l'humain. En vrai, moi, je sais pas encore si je vais à la fête de l'humain. Je vais réfléchir, je vais vous dire très vite. Mais si j'y vais, il y a moyen, voilà, si vous voulez, on y va en groupe. Comme ça, voilà. Mais ouais, bah, totalement, moi, ça fait longtemps que je dis que de toute façon. Mais de toute façon, je crois qu'il y a déjà des stands VG et tout hein, à la fête de l'humain, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises car je suis jamais allé. Mais là où je suis d'accord, par contre, c'est que à gauche, en règle générale, il faut plus d'options VG. Hein? Non, car je vous vois la CGT là dans vos manifs où vous faites des sandwichs saucisses et tout ça, mais vous avez aucune option VG, donc à un moment c'est un peu relou. Bon là je vise la CGT, hein, mais c'est ça pour quand même pas mal de trucs à gauche et c'est un peu chiant des fois. Donc voilà. Alors, j'ai labouré, planté, engrangé, et nul homme ne m'a surpassé. Ne suis-je pas une femme? J'ai travaillé et mangé autant qu'un homme, quand je le pouvais, et j'ai même supporté le fouet. Ne suis-je pas une femme? J'ai mis 13 enfants au monde, et presque tous ont été vendus en esclavage. Et quand j'ai hurlé ma douleur de mère, Dieu seul m'a entendu. Ne suis-je pas une femme? À la convention d'Akron, Sojourner Truth osa ce qu'aucune de ses timides sœurs blanches n'avait tenté. Selon la présidente, à cette époque,
Très peu de femmes s'aventuraient à parler en public. Après avoir brillamment plaidé la cause de son sexe, forcé l'attention des femmes blanches et de leurs adversaires masculins, Sojourner Truth fut spontanément applaudie comme l'héroïne du jour. Elle avait non seulement porté un coup décisif à l'argument phallocrate du sexe faible, mais réfuté la thèse de la supériorité masculine basée sur le principe chrétien selon lequel le Christ était un homme. Le petit monsieur le petit monsieur en noir là-bas dit que les femmes ne peuvent avoir les mêmes droits que les hommes, parce que le Christ n'était pas une femme. Mais d'où venait-il, le Christ? Selon la présidente, les roulements du tonnerre n'auraient pas mieux apaisé cette foule attentive aux accents profonds et merveilleux de la femme qui se tenait là, les bras tendus et les yeux étincelants. D'où vient votre Christ? De Dieu et d'une femme. L'homme n'a rien à voir avec lui. En outre, l'effroyable crime dont on accusait Ève était loin d'être un argument contre les capacités des femmes. Au contraire, il s'agissait d'un solide atout. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde toute seule, les femmes devraient être capables de le remettre à l'endroit. Et maintenant qu'elles le demandent, les hommes feraient mieux de les laisser faire. L'humeur belliqueuse des hommes s'était calmée. Les femmes étaient rayonnantes d'orgueil et éperdues de gratitude. Plus d'une d'entre nous pleurait. France Dana Gage, présidente de la Convention d'Akron, décrivit ainsi l'impact du discours de Sojourner Truth. Elle nous avait prises dans ses bras solides pour nous faire traverser sans dommage des terrains minés. Elle avait renversé la situation en notre faveur. De ma vie, je n'ai rien vu de comparable à la magie qui subjugua cette foule et transforma les sarcasmes et les huées de la horde excitée en marques de respect et d'admiration. L'apostrophe de Sojourner Truth, ne suis-je pas une femme, était aussi une allusion au racisme des femmes blanches, qui firent ensuite l'éloge de leurs sœurs noires. Plusieurs participantes à la convention s'étaient d'abord opposées à l'intervention orale d'une femme noire. Les opposants aux droits des femmes avaient tenté de profiter de ce racisme. D'après France Dana Gage, les organisatrices du mouvement tremblèrent en voyant une femme noire, grande et maigre, vêtue d'une robe grise et d'un turban blanc, coiffée d'un chapeau grossier, s'avancer d'un pas décidé dans l'église, remonter la nef comme une reine, et prendre place sur les marches de la chaire. Un murmure de désapprobation courut dans l'assemblée, et on entendit une histoire d'abolition, je vous l'avais bien dit. Vas-y, Noiraude. Le deuxième jour de la convention, quand Sojourner Truth se leva pour répondre à une provocation phallocrate, certaines des organisatrices blanches tentèrent de persuader France Dana Gage de l'en empêcher. Ne la laissez pas parler, me souffla une demi-douzaine de voix à l'oreille. Elle s'avança lentement et solennellement jusqu'au premier rang, posa son vieux chapeau à ses pieds et tourna vers moi ses yeux interrogateurs. Il y eut des sifflets de désapprobation autour de moi. Je me levai pour annoncer Sojourner Truth et je demandai le silence pendant quelques instants. Heureusement, pour les femmes de l'Ohio, pour le mouvement des femmes en général, que le discours de Sojourner Truth anima d'un souffle de militantisme combatif, et pour nous qui nous inspirons encore de ses paroles. France Dana Gage ne céda pas aux pressions racistes de ses camarades. La réponse de cette femme noire au phallocrate contenait aussi une leçon pour les femmes blanches. En répétant au moins 4 fois la question « Ne suis-je pas une femme ?» elle révéla les préjugés de classe et le racisme du nouveau mouvement des femmes. Toutes les femmes n'étaient pas blanches, et toutes ne jouissaient pas du confort matériel des classes moyennes et de la bourgeoisie. Sojourner Truth était noire et ancienne esclave, mais elle n'était pas moins femme que toutes ses sœurs blanches de la Convention. Le fait que sa race et sa situation économique différaient des leurs n'enlevait rien au fait qu'elle était une femme. Sa revendication de femme noire pour l'égalité des droits était aussi légitime que celle des femmes blanches de la classe moyenne. 2 ans plus tard, au cours d'une convention nationale des femmes, elle luttait toujours contre celles qui s'efforçaient de la réduire au silence. Mon chat a essayé de m'empêcher de regarder le stream, c'est bien un mal. Et voilà. Non mais bravo, 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 voilà. Hein? Tout de suite, ça parle de féminisme. Et voilà, voilà ce que font les hommes, les mâles. Voilà. Je sais que ça fait murmurer et ricaner de voir une femme de couleur se lever et parler de la vie et des droits des femmes. Nous avons été tellement rabaissés que personne ne croyait que nous pourrions nous en relever. Mais nous avons été foulés aux pieds depuis trop longtemps. Nous nous relèverons.
Et me voici. Dans les années 50, les conventions régionales et nationales attiraient de plus en plus de femmes dans les rangs du mouvement pour l'égalité. Il n'était pas rare que Sojourner Truth fît une apparition dans ces réunions et, malgré une hostilité inévitable, qu'elle se leva pour s'exprimer, sentant qu'elle représentait ses sœurs noires, esclaves ou affranchies, qu'elle dynamisait la campagne pour les droits des femmes. Ce fut son immense et originale contribution historique. Sa présence et ses discours rappelaient constamment aux blanches que les noirs étaient des femmes, tout comme elles. Elles sauraient aussi faire valoir leurs droits. Pendant ce temps, un grand nombre de femmes noires exprimaient leur attachement à la liberté et à l'égalité dans un rapport moins étroit avec le jeune mouvement des femmes. Au nord, beaucoup d'entre elles travaillaient notamment pour l'Underground Railroad. Jane Lewis de New Lebanon dans l'Ohio traversait souvent la rivière en canot pour porter secours aux esclaves fugitifs. Frances Harper, féministe connue et très célèbre poétesse du milieu du siècle, donna de nombreuses conférences en faveur de la cause abolitionniste. Charlotte Forten, qui devint une grande personnalité de l'enseignement pour les Noirs pendant la période qui suivit la guerre de sécession, en fit autant. Sarah Raymond, qui milita contre l'esclavage en Angleterre, en Irlande et en Écosse, exerça une très grande influence sur l'opinion publique et, selon un historien, empêcha les Tories de voler au secours des Confédérés. Même les plus radicaux des abolitionnistes blancs, qui justifiaient leurs oppositions à l'esclavage par des principes moraux et humanitaires, ne saisissaient pas le caractère oppressif du capitalisme naissant dans le Nord. Ils voyaient dans l'esclavage une institution détestable et inhumaine, une négation archaïque de la justice, mais ils ignoraient que la condition de l'ouvrier blanc du Nord ne se différenciait pas de celle du travailleur enchaîné du Sud, et cela en dépit de son statut de travailleur libre. Tous deux étaient victimes de l'exploitation économique. Tout militant qu'il était, William Lloyd Garrison ne s'en opposait pas moins violemment au droit des ouvriers à s'organiser. Le premier numéro du Liberator dénonçait les tentatives des ouvriers de Boston à se regrouper en partis politiques. On a tenté, et on tente encore à mon grand regret, d'exciter nos classes laborieuses contre la classe aisée et de les persuader qu'elles sont condamnées et opprimées par de riches aristocrates. Il est tout à fait criminel d'appeler nos ouvriers à la violence ou de les mobiliser sous la banderole d'un parti. En règle générale, les abolitionnistes blancs défendaient les capitalistes de l'industrie, ou n'avaient aucune conscience de classe. Cette acceptation aveugle du système capitaliste était tout aussi évidente dans le programme du mouvement pour les droits des femmes. Si la plupart des abolitionnistes considéraient l'esclavage comme une tare infamante à éliminer, la majorité des militantes pour les droits des femmes reconnaissaient la phallocratie comme le vice d'une société par ailleurs acceptable. Les leaders du mouvement pour les droits des femmes ne soupçonnaient pas les liens entre l'esclavage des Noirs dans le Sud, l'exploitation économique des travailleurs du Nord et l'oppression sociale des femmes. Au début du mouvement des femmes, il fut très peu question des travailleurs blancs, ni même des femmes blanches du prolétariat. Malgré un large soutien des femmes à la campagne abolitionniste, leurs convictions anti-esclavagistes restèrent indépendantes de l'analyse de l'oppression sexuelle. Quand la guerre de sécession éclata, les organisatrices du mouvement pour les droits des femmes décidèrent de se consacrer à la défense de l'Union. Mais, en cessant d'agir pour l'égalité des sexes, elles apprirent combien le racisme était enraciné dans la société américaine. Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott et Susan Anthony donnèrent des conférences en faveur de l'Union dans tout l'État de New York, exigeant une émancipation immédiate et totale. De leur vie, elles n'avaient jamais été aussi grossièrement traitées par ces foules déchaînées, dans toutes les villes où elles avaient fait halte entre Buffalo et Albany. À Syracuse, la salle fut envahie par des hommes brandissant des couteaux et des pistolets. Si elles ignoraient encore que le Sud n'avait pas le monopole du racisme, elles l'apprirent très vite au cours de leur expérience de militantes unionistes. Elles comprirent que le racisme existait dans le Nord et qu'il pouvait être brutal. Quand on instaura le service militaire dans le Nord, les partisans de l'esclavage provoquèrent des émeutes très importantes dans les grands centres urbains. Ils semèrent la violence et la mort parmi la population noire libre. En juillet 1863, à New York, des émeutiers détruisirent les centres de recrutement, incendièrent une fabrique d'armes, attaquèrent la tribune et malmenèrent des républicains connus, brûlèrent un orphelinat noir, provoquant la confusion dans toute la ville. Ils s'en prirent principalement aux Noirs, attaquant tous ceux qu'ils rencontraient. Beaucoup furent assassinés, on dénombrera près de 1000 morts et blessés. Si on ignorait autrefois que le racisme avait contaminé le Nord,
La violence de l'émeute de 1863 démontra que ce sentiment était virulent, profond et meurtrier. Le Sud avait peut-être le monopole de l'esclavage, mais il n'était certainement pas seul à alimenter le racisme. Comme les abolitionnistes les plus convaincus, Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony croyaient qu'on pouvait mettre rapidement un terme à la guerre de sécession en émancipant les esclaves et en les enrôlant dans l'armée unioniste. Elles tentèrent de rallier un grand nombre de femmes à leur position en proposant la création d'une ligue loyale des femmes. Au cours du meeting fondateur, des centaines de femmes acceptèrent de promouvoir l'effort de guerre en faisant circuler des pétitions pour l'émancipation des esclaves. Cependant, la résolution de Susan Anthony qui associait les droits des femmes à la libération du peuple noir fut loin de faire l'unanimité. La proposition de résolution statuait qu'aucune paix véritable ne s'instaurerait dans cette république tant que les droits civiques et politiques de tous les citoyens de descendance africaine et de toutes les femmes ne seraient pas établis dans les faits. Malheureusement, à la lumière des événements d'après-guerre, il apparaît que cette résolution était probablement motivée par la peur que les femmes, blanches, ne soient les grandes oubliées de la liberté. Angelina Grimke défendit le principe d'unité entre la libération des Noirs et celle des femmes. « Je veux être identifiée au peuple noir, affirma-t-elle. Tant qu'il n'aura pas obtenu ses droits, nous n'obtiendrons pas les nôtres. Je me réjouis de nous voir assimilés au peuple noir par la résolution. J'ai le sentiment que nous avons accompagné ce peuple, que les faits... Oh! Rends l'argent! Rends l'argent! Approchez, approchez! François Fillon a enfin été condamné! Ça veut dire qu'il va pouvoir rendre l'argent! Et vous allez voir, il n'y a pas qu'une seule manière de faire une transaction financière! Merci beaucoup, Lucie Loma. Merci beaucoup pour le sub. Merci. Hop, attends. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Je sais plus où j'en étais. Voilà. On était où? J'ai le sentiment que nous avons accompagné ce peuple, que les faits ont marqué notre âme. Il est vrai que nous n'avons pas subi le fouet du maître. Il est vrai qu'on ne nous a pas mis les menottes, mais on a brisé nos cœurs. Au cours de la première convention de la Ligue loyale des femmes, en présence de tous les vétérans de la cause abolitionniste et du mouvement pour les droits des femmes, Angelina Grimke proposait une interprétation extrêmement audacieuse de la guerre, la définissant comme notre deuxième révolution. Cette guerre n'est pas, comme le prétend le Sud, une guerre de race, une guerre de caste, ni de parti politique, mais une guerre de principe, une guerre contre la classe ouvrière, qu'elle soit blanche ou noire. Dans cette guerre, le noir était la première victime, et le travailleur, quelle que soit sa couleur, la seconde. Désormais, tous ceux qui luttent pour les droits du travail, la liberté d'expression, d'enseignement, de vote et pour un gouvernement libre, sont amenés à se battre pour défendre ces principes ou à tomber avec eux. Victimes de la violence qui fait des Noirs des prisonniers de guerre depuis 2 siècles, alors que le Sud luttait contre les droits humains, le Nord retenait le bras de ceux qui lapidaient la liberté. La nation vit une bataille sans merci. Ce pays deviendra terre d'esclavage, gouverné par des tyrans minables, ou sera la terre des hommes libres. Dans sa brillante adresse aux soldats de notre seconde révolution, Angelina Grimke montrait que sa conscience politique était très en avance sur celle de presque tous ses contemporains. Elle y proposait une théorie et une pratique progressiste, réalisable grâce à une alliance entre les travailleurs, les Noirs et les femmes. S'il est vrai, comme dit Marx, que le travailleur à la peau blanche ne serait jamais libre tant que le travailleur à la peau noire sera marqué au fer, ainsi qu'Angelina Grimke le soulignait avec lucidité, il était tout aussi vrai que les luttes démocratiques de l'époque, en particulier le combat des femmes pour l'égalité, pouvaient seulement aboutir dans l'alliance avec la lutte pour la libération du peuple noir. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et encore merci pour le sub Lucie Loma. Moi, je pense qu'en fait, c'est un peu... Mais c'est une vision, d'une certaine façon, révolutionnaire, hein. C'est un peu ce qu'on dit, en fait, souvent, c'est qu'en fait,
la lutte des classes est importante, la lutte anticapitaliste est importante, mais la lutte anticapitaliste, elle doit être féministe, elle doit être transféministe, elle doit être antivalidiste, elle doit être antiraciste, etc. Et inclure en fait tout le monde. Et ça rejoint ce que Marx a dit, mais aussi ce que Bakounine a dit, c'est que tant qu'une personne ne sera pas libre, alors nous ne serons pas libres, en fait. Dans le sens où, en fait, on ne peut être libre que quand tout le monde est libre, en fait. Voilà. Et pour moi, là, je suis totalement d'accord avec ça, c'est que pour moi, la lutte, quelle qu'elle soit, doit se faire avec un maximum de personnes. Et c'est pas forcément aux personnes opprimées de rejoindre, on va dire, le cœur du mouvement social. C'est même le contraire. Pourquoi? Parce que quand les syndicats ne parlent jamais de minorité, bah les gens n'y vont pas. Alors que si, quand il y a un rassemblement, par exemple, je sais pas, pour les personnes trans, un mouvement antiraciste, un mouvement décolonial, etc., et que les syndicats y vont, que des ouvriers blancs, etc., y vont, tout ça, ben là, les personnes militants et militantes des coloniaux, antiracistes, trans et tout, vont s'intéresser aussi à eux, à leur lutte, et il y aura des échanges. Et donc, des unions qui vont se créer, des unions qui vont créer un mouvement fort, un réel mouvement, en fait, sur lequel se baser pour lutter, en fait, par la suite, en fait. Pour moi, c'est comme ça qu'on va créer les futures luttes sociales.